4 avril 2001. Paul Heyman, personnage clé du catch hardcore, annonce la fermeture de la ECW. La fédération de l'extrême, endettée de presque 9 millions de dollars, n'a pas d'autre choix que de vendre la compagnie. En 2003, après plusieurs références à la ECW, la WWE rachète les droits et les biens de la fédération créée par Todd Gordon. Paul Heyman se verra offrir un contrat par la compagnie de Vince McMahon dès 2001. Commentateur, puis manager de Brock Lesnar, l'ancienne grande figure de la ECW semblait bien établi dans la fédération dominante des années 90. Mais en décembre 2004, un investisseur anonyme fait surface, faisant le pari fou de créer la plus grande fédération de tous les temps avec un apport de seulement 1 million de dollars. Un seul homme a les cartes en main pour mener à bien le projet nommé Elite. Paul Heyman. Ce dernier se voit donc confier la All Elite Wrestling. Paul Heyman, businessman et booker émérite, décide de tout miser sur le catcheur indépendant. Les stars indie et les jeunes loups prêts à se faire un nom dans la fédération de la révolution. La All Elite Wrestling est née. Je sais. L'intro fout les boules. Je m'en suis rendu compte. Bon, après, bien évidemment, l'avoir créé. C'est en la revisionnant juste avant de lancer la première séquence du jeu que je me suis aperçu que ça foutait plus les pétoches que ce que ça intriguait. Bon, si vous êtes toujours présent à ce moment de la vidéo, c'est que le projet vous fascine, que le projet vous attire et que vous êtes pressé et qu'on rentre dans le vif du sujet. Nous allons donc incarner Paul Heyman dans cette aventure, booker émérite de la All Elite Wrestling, qui a été créée par un investisseur mystère, un investisseur anonyme qui charge Paul Heyman avec 1 million de dollars, 1 million 12 pour être tout à fait précis au moment où on se parle, et bien de faire de la All Elite Wrestling la plus grande fédération de tous les temps. C'est le projet Elite que nous allons essayer de valider. Alors bien évidemment ce sera très difficile parce que vous voyez sur le dashboard, la All Elite Wrestling de janvier 2005 n'a rien à voir avec la All Elite Wrestling de janvier 2022 ou du 31 mars 2022 pour être tout à fait précis au moment où on se parle IRL. Donc ça va être un challenge, ça va être assez sympathique, mais on va essayer bien évidemment de faire passer cette All Elite Wrestling de tout en bas à tout en haut. Voilà, c'est l'objectif, aller au size culte, voire peut-être même national. Je vais quand même vous emmener dans les coulisses de cette vidéo et surtout dans les coulisses de cette All Elite Wrestling. Bah oui, c'est un petit peu important que je vous emmène avec moi, que vous sachiez un petit peu dans quoi on s'embarque. Donc au niveau de la size, vous le voyez, on a 25% d'importance dans le Midwest. Oui, c'est que dalle, que dalle. Le reste, on n'est même pas à 15 dans les autres régions des États-Unis et on n'est même pas à 10 dans les autres régions du monde. Ça, c'est pour l'importance, c'est ce qui va nous permettre, eh bien, de changer de size, de passer de la size small à la size régionale, à la size régionale à la size de culte et à la size de culte à la size nationale. Et puis également la popularité, nous sommes à 28 dans le Midwest et à 15 partout en ce qui concerne les autres régions des États-Unis. Nous sommes même pas à 10 dans les autres régions du monde. Alors comment est-ce qu'on va gagner eh bien des points d'importance et de popularité, surtout points d'importance parce que c'est ce qui va nous permettre, comme je vous l'ai dit, eh bien de changer de size, d'évoluer. Eh bien c'est en réalisant des shows. Et vous le voyez, pour l'instant, nous avons 4 events, donc c'est des gens spéciaux, pay-per-view. Nous aurons Révolution, donc qui se tiendra le samedi de la semaine 3, donc du mois de mars. Bien sûr, ça sera sujet à changement, si bien évidemment on a quelques catcheurs qui ne sont pas disponibles, parce que je vous rappelle que tant qu'on n'est pas en size culte, on ne peut pas signer de catcheurs de manière exclusive. On aura également Double or Nothing, qui interviendra le dernier dimanche de la semaine 4 de mai. Il y aura également AEW Bash at the Beach, qui interviendra le dernier samedi du dernier semaine d'août, comme ça, toute fin d'été. Et puis il y aura également AEW Blood and Guts en novembre, le dernier samedi du mois de novembre. Et puis tous les mercredis AEW Dynamite, même si ça sera sujet à changement. Au niveau donc bien du broadcasting, parce qu'il va bien falloir quand même diffuser ces shows, essayer de se diffuser, s'expatrier à l'international. Bon, ça va être très compliqué. Je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que dans la mesure où nous ne sommes pas populaires et nous n'avons pas encore acquis beaucoup d'importance, normal, nous avons toujours pas fait de show, eh bien, pour l'instant, très peu de diffuseurs veulent programmer nos shows sur leur chaîne. Et on se retrouve avec du Midwest, une diffusion dans le Midwest en very small, seulement en very small. On arrive à mieux s'en sortir du côté de Puerto Rico, où on est diffusé en small pour, bien évidemment, AEW Dynamite, et également en small, very small, du côté du Midwest, pour les live events, donc ce qui sera, bien évidemment, nos pay-per-view. Donc autant vous dire que le gain de la popularité et le gain d'importance ne va pas être aisé. Volontairement, je ne vais pas vous mettre
à jour, ou plutôt vous montrer le roster. Vous avez déjà eu quelques petits spoils durant l'introduction. Je vous laisse un petit peu mijoter, mariner, hein, histoire quand même qu'il y ait un petit peu de surprise et que je puisse vous proposer eh bien, des shows qui retiennent votre attention et qui vous hype. On se retrouve bien évidemment tout de suite pour le premier show de la vidéo, parce que oui, le premier show de la vidéo, le premier show de la carrière, c'est tout de suite et maintenant. On est à l'heure d'AEW Dynamite, ne bougez pas. Enfin, je vous dis, on se retrouve tout de suite pour débriefer le show. J'avais complètement oublié qu'il pouvait y avoir des incidents backstage. Incidents backstage qui peuvent être positifs ou négatifs. Et nous avons deux incidents backstage. Et dont le premier qui va me spoiler, quand même, un catcheur de marque, à savoir Sean Waltman, One Two Three Kid, hein, ou X-Pac, du côté bien évidemment de la chère carrière de Usturi, du côté de la ECW, qu'a fait notre ami Sean Waltman. Sean Waltman, donc, qui a usé trop de drogue et qui aujourd'hui n'est pas en condition pour catcher. Mais c'est magnifique, merci mon petit Sean Waltman, tout commence très bien. Et bah c'est fine, hein. Ah mais il est unhappy avec l'action. Bah ouais mais oui non mais attendez les gars, le mec il peut pas bosser parce que il s'est drogué, hein, et derrière je lui cogne l'amende et le mec est pas content. Tu veux quoi, que je te vire? Sans déconner, la vie de ma mère. Bon, Talia Madison et Rena Mero. Talia Madison qui va être un peu une hype girl, bien sûr connue après sous le nom de Velvet Sky, hein, plus tard. Et puis t'as Rena Mero qui sera la commentatrice aux côtés de Glyn Maretti, si je ne dis pas de bêtises, si je n'écorche pas son nom, qui est bien sûr connu sous le nom de Sable du côté de la WWE, qui est d'ailleurs la femme de Brock Lesnar. Qu'est-ce qui s'est passé? Talia Madison qui apparemment a créé une atmosphère plutôt fun du côté donc de backstage de la All Elite Wrestling. Rena Mero apparemment a été la plus enthousiaste aux blagues de l'ami Talia Madison. Je ferai peut-être un medal entre les deux, merci les filles. Ça contraste tout à fait avec le comportement et l'improfessionnalisme de notre ami Sean Waltman, qu'on ne salue pas. Bon, et bah nous voilà partis les gens pour le premier AEW Dynamite de l'histoire de la All Elite Wrestling en 2005. Nous étions au MO Linwood Ice Arena devant 750 pèlerins et nous débutons le show les gens avec un gros segment Samer avec un 65 de rating et surtout une belle petite brochette de workers. Vous les avez bien sûr reconnus, Paul Heyman, Brian Kendrick, Dustin Rhodes, CM Punk et Jay Styles. Et ouais, on commence le show, on met les petits plats dans les grands, tout va bien. Déjà, ce qui est très positif, c'est que les gimmicks que je leur ai attribués, j'ai vérifié avant de tourner la séquence, eh bien, sont plutôt positives. Donc ça, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qui s'est passé dans le segment qui va nous intéresser, segment d'ouverture d'AEW Dynamite, surtout segment d'ouverture de notre All Elite Wrestling. Paul Heyman est dans le ring, et surtout, avec lui, la ceinture de la All Elite Wrestling. Il va présenter cette magnifique ceinture aux yeux du monde entier. Oui, Paul Heyman nous dit que c'est désormais the most prestigious prize of sports and entertainment. Bien évidemment, c'est pas vraiment le cas. Et Paul Heyman s'apprête à annoncer quelque chose de très important. Malheureusement, il est coupé. Coupé d'abord par CM Punk, qui a une gimmick, si je ne dis pas de bêtises, de Street Edge. Oui, il ne boit pas, il ne fume pas, il ne se drogue pas. Notre ami CM Punk, il monte sur le ring. Il ne salue pas Paul Heyman, il se contente de le regarder et puis surtout va s'attarder sur ce titre AEW qui est présenté sur un présentoir, bien évidemment, hein, sinon c'est pas rigolo. Et il va s'y approcher, puis même aller jusqu'à toucher la ceinture. Et là, Brian Kendrick arrive. Brian Kendrick s'offusque, bien évidemment, de voir CM Punk oser toucher cette ceinture. Il lui dit, attends, tes doigts de drogué, d'alcoolique, hein, de fumeur ne peuvent pas toucher cette ceinture. Brian Kendrick est heel. CM Punk est face, bien évidemment, dans l'histoire. Donc il va un petit peu, bien évidemment, aller à l'encontre de ce que prône CM Punk, hein, l'insulter, d'alcoolique, de fumeur, de drogué. Et il va pousser un peu CM Punk pour s'approcher de cette ceinture. Et Dustin Rhodes, en bon babyface, arrive et dit à tout le monde que la personne qui aura, bien évidemment, la chance de tenir cette ceinture, d'aller la brandir, c'est la personne qui sera la plus méritante, la plus combative et la plus forte dans le ring. Ah oui, Dustin Rhodes, c'est un vieux de la vieille, la bagarre quoi. En plus, il était libre, on l'a mis Dustin Rhodes, absolument pas employé par aucune fédération. Je me suis dit, allez, au vu de ses stats, allons-y, prenons-le. Et AJ Styles va couper tout le monde, alors que Dustin Rhodes avait redonné la parole à Paul Heyman pour bien qu'il fasse officiellement l'annonce d'un tournoi, pour finalement décerner et couronner le premier champion de la AEW. Sauf que AJ Styles coupe tout le monde et dit, Paul, ça suffit, arrête, y a pas besoin de tournoi, J'ai beaucoup de respect pour Brian Kendrick, normal, c'est un heel comme lui, parce que AJ Styles dans notre fédération est un heel. Mais en revanche, CM Punk, hein,
qui se dit Street Edge alors que il boit, il fume et il se drogue autant que tout le monde, autant que Sean Waltman, hein, qui est resté chez lui parce que pas pu faire autrement, hein, le mec un peu trop dans les veines, tu vois, hein, bon, ça shoot déjà. T'as l'ami aussi de Dustin Rhodes. Dustin Rhodes, mec, c'est un pré-retraite, aucune fédération le voulait. Franchement, donne-moi la ceinture, Paul. Y a pas besoin de tournoi, donne-moi la ceinture. Si tu veux que ton show et ta fédération soient phénoménales. Parce que déjà, il se présente comme étant The Phenomenal AJ Styles. Et Paul Heyman qui les coupe tous et qui disait les gars, stop, ça suffit, vous m'emmerdez, hein, j'ai pas pu faire l'annonce que je voulais, le tournoi il y en aura bien, et ce soir, vu que vous allez l'air tous très chaud, et ben on va faire un 2 contre 2. Un 2 contre 2 sa mère, CM Punk, Dustin Rhodes d'un côté, et Brian Kendrick et AJ Styles de l'autre. C'est le main event, 65 de rating, tout le monde est content. Derrière, Frankie Kazarian et Christopher Daniels, SCU, qui vont faire face à Matt et Nick Jackson. Et oui, j'ai oublié de créer les équipes, tout va bien. SCU, Frankie Kazarian et Christopher Daniels vont bien sûr remporter le match dans un match qui est des kick-run pauvres, alors que je l'ai mis quand même en style de show. Bon, c'est normal, hein, Matt et Nick Jackson en 2005, les mecs ils avaient respectivement 19 et 15 ans, c'est sûr qu'ils n'ont pas encore l'expérience et le niveau qu'ils ont aujourd'hui. Donc en toute logique, Frankie Kazarian et Christopher Daniels vont défaire bien évidemment les frères Jackson, hein, en 8 minutes 50, quand bien évidemment Christopher Daniels va faire le tomber sur Matt Jackson après le Angel Wings. 8 minutes 50 de combat, on n'en parle pas. Les gimmicks ne sont pas top pour Frankie Kazarian, en revanche pour Christopher Daniels c'est plutôt pas trop mal. Average pour la fan favorite pour Matt Jackson. Au full, malheureusement pour Nick, qui a la même gimmick que son frère, il va falloir la retravailler, peut-être la switcher, je ne sais pas. Au niveau des performances in ring, on le voit, 60 pour Christopher Daniels, 25 pour Frankie Kazarian et 11 et 10 pour Matt et Nick Jackson. Autant te dire que ça ne peut pas être pire. Victoire donc des Heels, SCU, ce qui paraît logique au vu des performances. Derrière, Paul Heyman se fait alpaguer par Chris Harris. Ouais, Paul Heyman décidément, c'est pas sa journée, hein. C'est le début de la EW, mais c'est pas sa journée. Chris Harris, qui veut se faire un nom par lui-même, qui veut avoir un impact. Chris Harris, IRL, qui est un multiple champion par équipe de la NWA, au moment où NWA était bien évidemment sous tutelle de la TNA, et Chris Harris qui veut aujourd'hui avoir un match pour avoir un impact. Chris Harris qui débute la gimmick donc de Cowboy qui est below average, pourquoi pas, hein, apparemment il n'est pas super bon pour improviser dans le dialogue, mais Chris Harris veut un match et Paul Heyman va lui donner. Hein, il va lui donner tout de suite même, puisqu'il va faire face Chris Harris à El Generico, notre ami Sami Zayn, voilà, qui n'était pas encore le Sami Zayn d'aujourd'hui, hein, bien évidemment. On espère qu'on en fera un petit peu plus Sami Zayn que ce que la WWE en a fait. Et dans un match jugé comme pauvre, parce que de toute façon, faut pas s'étonner, hein, les catcheurs n'ont pas beaucoup de popularité, n'ont pas encore le niveau qu'ils ont aujourd'hui. Dans un match pauvre, Chris Harris va défaire El Generico en 9 minutes 50 via pinfall avec le catatonique. Oui, oui, victoire de Chris Harris, aussi surprenant que ça puisse être pour vous, puisque Chris Harris, dans ma partie, est upper mid-carder. Oui, je ne pensais pas, mais si, il est upper mid-carder. D'ailleurs, El Generico va falloir qu'on retravaille sa gimmick parce qu'elle est pauvre. 38 de performance in-ring pour Chris Harris, 19 seulement pour El Generico. Chris Harris qui prend une première victoire et qui a donc un premier impact. Et enfin, le main event qui nous fait un magnifique 66. Je vous rappelle, hein, ou plutôt, je vous préviens tout de suite, c'est très difficile de faire des bons ratings au départ. Donc, déjà, quand on fait un petit 66 dans le main event, on est plutôt content. 66, avec un match opposant, comme je vous l'ai dit, CM Punk, Dustin Rhodes, AJ Styles, Brian Kendrick, qu'on a déjà un peu teasé dans le segment d'ouverture, que j'ai pris le temps de vous teaser dans le segment d'ouverture, et dans un bon match, parce que c'est défini comme tel. CM Punk et Dustin Rhodes vont défaire AJ Styles et Brian Kendrick en 16 minutes 13, quand Dustin Rhodes va défaire Brian Kendrick via pinfall avec le Don't Star State of Man. Bref, victoire des Face, tombée de Dustin Rhodes sur Brian Kendrick, Dustin Rhodes qui a une performance de 62, 52 pour CM Punk, 40 pour Brian Kendrick par contre, et 68 pour AJ Styles qui a été au-dessus de tout le monde, et bien sûr Brian Kendrick qui est le Winklick, et bien évidemment la storyline qui, avec cette victoire des Face et ce tombé de Dustin Rhodes sur Brian Kendrick, fait avancer la storyline où will be the first AEW World Champion. Nous faisons un magnifique 53 de rating général. On est bien évidemment pénalisé parce qu'on n'a pas encore de storyline assez intéressante, c'est normal, c'est le début, hein, voilà, pour l'instant qu'une seule storyline en cours, à savoir qui sera le premier champion de la All Elite Wrestling. On amènera d'autres storylines bien évidemment par la suite, vous vous en doutez. Alors au niveau des messages, oui, AEW TV Rating, c'est un peu moins de 0.01, bon ça veut dire que c'est de la merde. Bon, ECWA qui change son broadcast qui passe maintenant de iRod Pro. Bon bah écoute, c'est très bien, tant mieux pour vous, on s'en fout, pour l'instant on joue pas dans la même cour que vous. Alors au niveau du show history, combien on a fait? 4770 viewers, 780 viewers pardon, bah, c'est pas mal quand même. Bon, ça aurait pu être pire, hein. Bon, je crois qu'on va s'en contenter, parce qu'au départ
on va pas se le cacher, hein, les ratings, les gros ratings, et surtout les gros TV ratings vont être très difficiles à aller chercher. Sean Waltman, qui a déjà des moral issues. Oui, bah oui, mais en même temps, tu t'es drogué. Ouais, bah oui, mais ennuyé de ma décision, d'avoir foutu une amende. Furieux même. Mais rien à foutre, mon pote, j'aurais dû te virer sur le champ. Enfin, non, je peux pas te virer parce que j'ai besoin de toi. Bon, et bah, pas de backstage incident cette semaine, les gens. Donc, du coup, on se retrouve directement pour un petit medal entre Talia Madison et Rena Mero. Elles s'entendaient bien la semaine passée ensemble. On va essayer bien, de faire un medal positif. Pas d'effet particulier. Bon, au moins on aura essayé. Hein. Je boucle le show de mon côté, et bien évidemment, on en parle juste après. Show qui, bien évidemment, sera diffusé dans le Midwest. Allez, à tout de suite. Bon, et bah nous voilà partis les gens pour le deuxième AEW Dynamite de l'histoire de la All Elite Wrestling. Nous sommes toujours au MO Lindenwood Ice Arena, toujours devant 750 personnes. Est-ce qu'on n'a pas fait sold out? J'ai pas vérifié la semaine passée si 750 personnes c'était guichet fermé. Bon bref, ça sera la surprise lorsqu'on ira voir le TV rating du show. Et nous démarrons donc du coup ce show les gens avec un segment d'ouverture qui nous fait un petit 45 avec une nouvelle tête, celle d'Amy Weber, qui est présente dans un segment aux côtés d'AJ Styles et de Brian Kendrick. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce segment? Eh bien nous avons Amy Weber qui interviewe AJ Styles. Amy Weber qui a une gimmick d'executive consultant et c'est below average. Bon, tu me diras, c'est pas très grave vu ce qu'on va en faire. Et elle interviewe AJ Styles et AJ Styles est passablement énervé de ce qui s'est passé la semaine dernière, à savoir la défaite qu'il a dû subir lorsque Brian Kendrick a pris le pin face à Dustin Rhodes. Et il le dit, c'est inadmissible de voir le phénoménal AJ Styles se faire battre, perdre un match, parce que dans le record book d'AJ Styles, il y aura une défaite. Certes, Brian Kendrick a pris la pin, mais il y a eu une défaite pour AJ Styles. Et il n'aurait jamais dû perdre, lui, le phénoménal, son premier match à la All Elite Wrestling. Donc du coup, il en veut à Brian Kendrick, et ce soir, il veut one-on-one Brian Kendrick pour lui faire payer son manque de professionnalisme et surtout sa faute professionnelle de la semaine passée. Et Brian Kendrick, et qui bien évidemment se ramène et qui commence un petit peu à trash talk AJ Styles en disant mon pote, si tu te regardais un peu moins le nombril, si tu voulais pas faire que des trucs phénoménaux et si tu étais un peu plus concentré sur le match, jamais on l'aurait perdu, jamais je me serais pris la pine. Donc ce soir, je vais t'apprendre finalement la vie, je vais t'apprendre aussi ce qu'est un vrai catcheur. Tu vois, un catcheur méritant, un catcheur professionnel, un catcheur, bref, qui mérite d'être champion du monde par équipe, parce qu'on champion du monde par équipe, champion du monde tout court, champion du monde par équipe, Brian Kendrick, on attendra un peu, hein, c'est pas vraiment dans les plans, bref. Et donc les deux sont prêts à se foutre sur la gueule, et Amy Weber, un peu courageuse, celui qui dit attendez les gars, on va pas se foutre sur la gueule maintenant, si vous voulez régler vos problèmes, vous le réglez dans le ring. Le match est booké, le match est acté, et il suit juste ce segment, et c'est un match qui nous fait un très bon 61, un match défini comme plutôt bon par les fans présents dans l'arena, et dans un match qui est donc défini comme bon, AJ Styles va défaire Brian Kendrick en 13 minutes 07 via pinfall avec le Styles Clash complètement clean. AJ Styles est un main eventer, Brian Kendrick est un mid-carder ou upper mid-carder si je ne dis pas de bêtises, donc la logique est tout à fait respectée. La performance d'AJ Styles a été bonne, tu m'étonnes, 72 de performance, Brian Kendrick 36, effectivement il n'est pas encore dans le même monde qu'AJ Styles, et la storyline avance bien évidemment avec ce segment qui, je vous rappelle, concerne AJ Styles et Brian Kendrick, qui est le segment nommé, et surtout la storyline nommée Who Will Be the First AEW World Champion. Derrière, Amy Weber est aux côtés de Paul Heyman qui a une annonce très importante à nous faire, cette fois-ci qui va pas être coupée, non, du tout. Paul Heyman nous annonce dans le main event qu'il y aura un gros 3 contre 3 sa mère, entre les participants, déjà du futur tournoi, et puis surtout des mecs qui ont montré quand même des choses assez intéressantes la semaine passée, puisqu'il annonce, un 3 contre 3 entre finalement d'un côté SCU, donc Frankie Kazarian et Christopher Daniels et Chris Harris, et de l'autre Dustin Rhodes et CM Punk qui ont gagné leur match, je vous le rappelle, et un nouveau venu, Bryan Danielson. Bryan Danielson, sa venue bien sûr était spoilée dans la vidéo d'introduction. Bryan Danielson qui n'était pas donc avec nous la semaine passée, Bryan Danielson qui catchait ailleurs, qui est présent cette semaine et qui est très heureux de pouvoir être dans ce 3 contre 3 parce que c'est une réputation grandeur nature avant finalement le tournoi dans lequel il espère bien évidemment être présent. Et Chris Harris, qui a remporté son match face à El Generico la semaine passée, arrive face à Paul Heyman, face à Bryan Danielson, et regarde Paul Heyman, lui dit mais sans déconner, je vais catcher contre ça là. Ce petit bonhomme, Bryan Danielson, c'est lui tape sur la tête, tu sais comme ça. Attends, moi je suis Chris Harris, j'ai battu El Generico hier, je suis ton futur champion du monde, je suis le cowboy Chris Harris. Sans déconner,
Me fais pas catcher contre ça, quoi. C'est humiliant. Catcher contre Bryan Danielson. Tu vois, Bryan Danielson, tu vois, il rit jaune. Il dit rien, Bryan Danielson. Tu vois, il rit jaune. Et Chris Harris qui dit, franchement, Polo, change le match. Et Paul Heyman qui dit, non, je vais pas changer le match. C'est comme ça, c'est booké comme tel. Et Chris Harris qui, en tapant une dernière fois sur la tête de Bryan Danielson, lui dit, mon petit bonhomme, ce soir, je vais t'apprendre la vie. Je vais te montrer ce que c'est qu'un vrai catcheur. Bryan Danielson qui commence avec une gimmick de no gimmick needed. Voilà, il n'y a pas besoin de gimmick. Il suffit à lui-même. Et apparemment, ça marche puisque c'est un rating initial of great. Magnifique. Bon, par contre, Bryan Danielson qui... voilà, quand il suit pas un script, c'est fini. Hein. Il est complètement paumé. C'est normal. Pour l'instant, il n'y a pas énormément de capacité au micro. Un petit 45 sympathique pour teaser, bien évidemment, le main event du soir. Derrière, X Factor face aux Young Bucks. Oui, j'ai profité de l'état plutôt clean de Sean Waltman aujourd'hui, qui apparemment n'est pas trop drogué, ou alors suffisamment peu pour avoir passé le drug test tranquillement haut la main, et il fait équipe du coup avec notre ami Justin Credible. Oui, il reforme les X Factor. Et ils font face aux Young Bucks. Et forcément, vous imaginez bien que les X Factors, beaucoup plus expérimentés, beaucoup plus cotés, beaucoup plus populaires que les Young Bucks, à cette époque-là, vont bien sûr battre les Young Bucks, Matt et Nick Jackson. Un match avec une décente réaction de la foule et du match de catch qui était un peu moyen sur les bords. Les X Factors vont donc remporter ce match face aux Young Bucks, aux jeunes boucs, comme on pourrait les appeler en français, en 7 minutes 03, quand Sean Waltman va défaire Matt Jackson via pinfall avec le X Factor. Sean Waltman qui a une gimmick de Degenerated, qui est donc below average, un petit peu moins que la moyenne, et Justin Credible qui démarre une gimmick de Egomaniac, qui est below average. Voilà, c'est moyen, mais c'est pas grave, on les tuera au fur et à mesure du temps si on voit que ça stagne. Au niveau des performances in ring, parce que c'est ce qui m'intéresse, 41 pour Justin Credible, 52 pour Sean Waltman, et 16 et 15 pour Nick et Matt Jackson. On a augmenté un petit peu, ils ont gagné 5 points chacun par rapport à la semaine passée. Victoire de X Factors, c'est ce qu'il faut retenir, et puis on continue bien sûr à donner un petit peu de temps d'antenne aux Young Bucks pour les faire progresser. Derrière, Bobby Hillard et Lizzie Valentine qui se retrouvent backstage, ou plutôt Lizzie Valentine qui décide d'attaquer telle une furie Bobby Hillard pour des raisons un peu inconnues, on va pas se le cacher, je veux pas aller très loin, hein. C'est pas une storyline du tout, c'est juste pour avoir un segment sex appeal. Lizzie Valentine qui est heel, hein, bien évidemment dans notre partie, Lizzie Valentine d'ailleurs qui a une gimmick de bitch above average, qui est mieux notée que celle de Bobby Hillard, qui est girl next door, qui est below average, un petit peu moins que la moyenne, et Lizzie Valentine va attaquer Bobby Hillard et puis va tout simplement déshabiller Bobby Hillard, hein, notre jolie blonde, notre jolie plante de la fédération, ou l'une de jolies plantes de la fédération qui va se faire déshabiller par Lizzie Valentine qui est complètement fin folle dans ce segment, petit segment sympathique, petit segment sex appeal de la soirée. Et enfin le main event qui nous fait une note un petit peu moins bonne que la semaine passée, mais je m'y attendais parce que quand vous avez Frankie Kazarian et Chris Harris dans le main event, forcément voilà, c'est encore des mecs qui n'ont pas des grosses performances, qui n'ont pas des grosses popularités, donc c'est normal que ce soit un petit peu moins bien que la semaine passée, mais on s'en sort quand même avec un bon 62 et dans un match décent, puisque c'est défini comme tel. Chris Harris et CU vont défaire CM Punk et Dustin Rhodes ainsi que Bryan Danielson en 14 minutes 23. Et oui messieurs, mesdames, oui, ils vont battre les heels, ils vont battre les faces bien évidemment, quand Bryan Danielson va être disqualifié, quand il va complètement péter un plomb sur Chris Harris. Chris Harris qui a encore fait du mind game, qui a été irrespectueux envers Bryan Danielson comme il l'avait été lors du segment plus tôt dans le show, et Bryan Danielson il voit rouge, mais vraiment rouge, et il va s'acharner sur l'ami Chris Harris, il va le rouer de coups et l'arbitre va perdre complètement le contrôle du match et donc de ces combats entre Bryan Danielson et Chris Harris qui étaient légaux dans le ring. Il va sonner la cloche, disqualification, Bryan Danielson est disqualifié, la victoire revient bien évidemment au heel. Voilà, ça permet un petit peu de créer une storyline dans la storyline entre Chris Harris et Bryan Danielson qui font partie bien évidemment de la seule et unique storyline pour l'instant de la compagnie, à savoir Who Will Be the First AEW World Champion, qui avance grâce à ce segment. Au niveau donc des performances, on a 58 pour Christopher Daniels, 27 pour Frankie Kazarian, 34 pour Chris Harris qui apparemment était dans un mauvais jour, Bryan Danielson est à 58, 65 pour Dustin Rhodes et 54 pour CM Punk. 53, comme la semaine passée, de rating, puisqu'on nous dit tout simplement que le feeling général est qu'il n'y a pas assez de storyline intéressante. Normal, c'est le début, l'important, bien évidemment, vous vous en doutez, c'est de gagner un maximum de popularité et d'importance dans les régions dans lesquelles nous sommes diffusés, c'est-à-dire le Midwest et Porto Rico, en attendant bien évidemment d'avoir d'autres diffuseurs dans d'autres régions des États-Unis qui nous proposent de nous diffuser. Alors, time to heal pour Brian Kendrick. Oui, Brian Kendrick, tu m'étonnes, le mec il doit catcher à peu près partout, donc c'est normal qu'il ait besoin un petit peu de souffler. Bon, ça tombe bien, on va pas l'utiliser ces prochaines semaines, ou en tout cas, on va pas l'utiliser chaque semaine.
Au niveau du TV rating, on est toujours à moins de 0.01, ce qui est normal, et au niveau de Sean Waltman, qui nous donne apparemment son avis sur Nick Jackson, et il nous dit que il n'a pas le truc, le gamin, et qu'il va peut-être falloir le virer. Oui, pourquoi pas. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire quand tu t'es drogué, mon petit Sean Waltman. Bon, j'ai pas osé, j'ai un peu besoin de toi dans les storylines. Bref, bon, on prend en compte l'avis de Sean Waltman, faut quand même pas déconner. Bon, au niveau du show history, et ben on est à 4900 viewers là quand même pour le dernier AEW Dynamite, qui est quand même un petit peu mieux que la semaine passée. On fait un peu plus de 100 personnes de plus. C'est pas mal du tout, 140 pour être tout à fait précis, et on était effectivement sell out comme la semaine dernière. Bah, que demande le peuple, hein, c'est plutôt sympatoche tout ça, ça veut dire qu'on est en train de gagner en popularité, mais surtout en momentum. Oui, on est passé de 6 à 8. D'ailleurs, en parlant de momentum gagné, est-ce qu'on a pris un peu d'importance? Oui, on est à 26 désormais dans le Midwest. Ah, ça va vite, on est à seulement 3 points de passer en size régional. Voilà, ce qui quand même va changer pas mal de choses pour nous, notamment pour la diffusion et les droits, bien évidemment TV, que nous pourrons obtenir avec des chaînes de télévision un petit peu plus cotées que celles que l'on a actuellement. Bon, les gens, mauvaise nouvelle, Mark Briscoe est blessé, oui, hein, apparemment, lors d'un botch qui est intervenu du côté de la JAPW, notre ami Mark Briscoe, eh bien, s'est fait une tendinite rotulienne, oui. Oula, ça fait mal. Alors sur le coup, je me suis dit, bon, il va être absent un petit moment, finalement, on va pouvoir l'utiliser, mes plans sont à changer, parce que oui, j'ai les Briscoes au sein de ma fédération, spoiler alert désormais, mais en revanche, il va être emmerdé avec cette tendinite rotulienne pendant 1 an et 2 semaines. Pas de bonne nouvelle, ça. Ça veut dire que ça va affecter ses performances. Bref, on se retrouve très vite hein, pour d'autres mauvaises nouvelles, parce qu'a priori, quand il y en a des mauvaises qui arrivent, c'est toujours des bonnes grosses, tu vois. Quitte à faire les choses, autant les faire jusqu'au bout, comme il faut. Hein, voilà, comme dirait l'autre, c'est important. Petit tour les gens du côté du bilan financier de ce mois de janvier 2005 avec 17 634 $ de pertes. Et oui, rassurez-vous, nous n'allons pas faire 17 000 $ de pertes chaque mois, ça sera bien plus dans les mois qui vont suivre. Oui, je préfère prévenir tout de suite parce que nous sommes en size small, nous dépensons énormément d'argent par rapport aux workers, vous le voyez, hein, au niveau des workers, on a quand même dépensé 34 930 $ le dernier mois seulement pour 2 shows, donc imaginez si on fait le double de shows, et c'est ce qui va se passer au mois prochain, hein, on va se frôler les 70 000 $ de workers, de coûts de workers. Donc c'est vrai que pour une petite fédération comme la nôtre, qui n'avons pas encore énormément de popularité et d'importance dans les diverses régions des États-Unis, qui ne sont pas forcément beaucoup diffusées, eh bien on prend un risque finalement d'avoir énormément de pertes d'argent chaque mois, parce que justement on se paie les services de catcheurs eh bien, qui sont très cotés, comme AJ Styles, comme CM Punk, comme Bryan Danielson. Alors certains me diront, à ce moment-là, il faut peut-être changer son fusil d'épaule, il faut peut-être prendre des catcheurs un peu moins cotés. Oui, mais si c'est le cas, ça veut dire qu'on se fait pas vraiment plaisir et il n'y a plus trop d'intérêt à réaliser une carrière sur TEW. Mais rassurez-vous, une fois qu'on aura passé le size régional, ça ira beaucoup mieux, parce que DTV vont nous proposer bien évidemment des droits de diffusion, et bien évidemment notre popularité va s'accroître de manière un petit peu plus rapide. Allez, on se retrouve directement pour le prochain show, si d'ici là bien évidemment il n'y a pas de news croustillantes à vous communiquer, sinon je n'y manquerai pas. Tiens, pour ceux que ça intéresse, avant qu'on aille booker le prochain show, ou plutôt qu'on en parle, ou peut-être même avant de se retrouver dans les backstage pour traiter des incidents s'il y en a, petit tour du côté de la WWE et de SmackDown, hein, qui a réalisé donc son show de la première semaine de février 2005 et qui réalise un 78, voilà. Je voulais vous le montrer, c'est assez sympathique, avec un petit main event sympa entre John Cena et le Big Show, qui a été noté 78. John Cena qui va battre le Big Show, voilà, tranquillement, hein, du côté du Mitsouf, devant 10 963 pèlerins. Voilà, c'est assez sympathique. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça, voir un petit peu ce que les concurrents font. Et nous, on se retrouve bien évidemment du côté des backstage s'il y a des problèmes à résoudre. Sinon, on parle directement du show. Nous voilà partis les gens pour le dernier AEW Dynamite de l'épisode. Et oui, le temps passe vite quand on s'amuse. On va essayer de faire des vidéos assez courtes, grosso merdo entre 35 et 45 minutes, histoire que vous ayez le temps de tout digérer, tout bien assimiler, les storylines et ce qui se passe bien évidemment dans les shows. Et donc pour ce dernier AEW Dynamite de la vidéo, nous étions, comme lors des deux précédents, du côté du MO Lindenwood Ice Arena, toujours devant 750 personnes. Nous sommes à nouveau à guichet fermé, c'est sell out pour nos amis donc de la All Elite Wrestling, et Paul Heyman, bien évidemment le booker émérite de cette fédération, qui s'est vu confier les rênes
donc de cette fédération de l'élite par un investisseur mystère est au micro d'Ami Weber dans ce segment d'ouverture qui nous fait un petit 42 d'ailleurs, qui nous fait perdre un petit peu de hit donc au segment et la seule rivalité en cours qui est donc Who Will Be the First AW World Champion, mais vous rassurez-vous, ça va augmenter plus tard. Et Paul Heyman nous annonce dans cette promo les premiers matchs donc du premier tour pour couronner le champion AEW, match du premier tour donc de ce tournoi qui verra donc des individus présents dans le tableau décrocher et soulever cette magnifique ceinture de la All Elite Wrestling. Et Paul Heyman nous annonce que ce soir, Brian Kendrick va faire face à CM Punk, et la semaine prochaine, Bryan Danielson fera face à Chris Harris dans le main event pour régler les conflits. On s'en souvient, vous avez connaissance de ce qui s'est passé cette dernière semaine écoulée. Voilà donc pour l'annonce de Paul Heyman, qui est toujours autant à l'aise, bien évidemment, puisqu'il a paru excellent dans ce segment, mais ce qui nous pénalise, bien sûr, c'est la popularité de notre fédération. Mais rassurez-vous, ça va augmenter. Bon, bien évidemment, notre popularité et surtout notre importance ne va pas augmenter avec des matchs comme ça, mais on a beaucoup de choses à construire, notamment avec les Young Bucks et les Briscoes, qui ne sont pas les catcheurs que l'on connaît aujourd'hui, loin de là. Ça fait un 29, c'est plutôt pas mal, compte tenu de la popularité et du niveau de ces catcheurs en 2005. Je précise bien en 2005 parce qu'aujourd'hui, vous savez aussi bien que moi, qu'ils marchent sur les divisions par équipe partout dans le monde. Briscoes face aux Young Bucks, ça nous fait un match plutôt, j'allais dire décent, mais non, ils disent terrible catch et pas beaucoup de hits. Bon, c'est pas grave, on a fait ce qu'on pouvait. Les Briscoes qui vont défaire les Young Bucks en 10 minutes 25, quand Mark Briscoes va défaire Nick Jackson via Pitfall avec le Springboard Dumpstate Advice. On donne bien sûr la victoire aux Briscoes qui ont plus d'expérience et surtout qui sont un peu plus populaires que les Young Bucks. En revanche, il va falloir que je change leur gimmick ou que je les tweete parce que les No Gimmick Needed, c'est pauvre pour Mark et pour Jay. Au niveau des performances in ring, 30 et 29 pour les Briscoes et 17 et 17 pour Matt et Nick. On continue d'augmenter, mais ce n'est pas suffisant pour prendre une première victoire puisque les Briscoes, comme je vous l'ai dit, remportent cette bataille de jeunes loups. D'ailleurs, en parlant de jeunes loups, voilà Travis Fimmel. Travis Fimmel est au l'élite. Oui, c'est pas la star de Tarzan et Jane en 2005-2006, ce sera pas non plus la future star de Viking, ou alors je m'y connais pas, dans notre jeu il sera peut-être l'une des grandes stars, qui sait plus tard, de la All Elite Wrestling. Pour l'instant on va se calmer parce qu'il nous fait quand même un segment à 10, c'est quand même pas fou. Travis Fimmel qui interrompt les Young Bucks, qui va même se moquer des Young Bucks, qui va dire les gars, ça fait 3 semaines que vous êtes là, 3 semaines que vous avez des opportunités, 3 semaines que vous faites péter le cul, sans déconner, et moi je suis dans les backstage. Depuis 3 semaines, je n'ai pas d'opportunité. Donc aujourd'hui, je vais forcer ma chance. Je vais me prendre du temps d'antenne. Personne ne va me le donner, mais je vais me prendre quand même ce temps d'antenne pour tous les deux vous botter le cul. À Travis Fimmel, tu vois, il en a rien à foutre. Il veut botter le cul de Matt et Nick Jackson. Tu vois, il veut être le leader de la nouvelle génération. C'est le jeune loup Travis Fimmel. D'ailleurs, j'ai commencé une storyline, The Wang Wolf contre The Young Bucks. La gimmick d'ailleurs de Travis Fimmel et Cocky Wolf est plutôt average, donc on se débrouille pas trop mal le Travis Fimmel, et donc il challenge Matt et Nick Jackson, et c'est accepté par les frères Jackson. Et dans un match qui nous fait un 23, voilà, ça vaut ce que ça vaut, match terrible, Travis Fimmel va battre dans un match handicap les Young Bucks en 6 minutes 23, quand Mike Mizanin va surprendre, distraire Matt Jackson, et permettre à Travis Fimmel de faire son finisher, tomber 1-2-3, victoire donc de Travis Fimmel. Mike Mizanin est de mèche avec Travis Fimmel, et Travis Fimmel et Mike Mizanin vont former l'équipe The Young Wolf. Oui, les jeunes loups, et la rivalité storyline donc entre les Young Wolf et les jeunes Bucks, Young Bucks, Young Wolf, démarre avec bien évidemment ce segment. Par contre, la gimmick de Mike Mizanin est au full. Voilà, il va peut-être falloir la tweaker, toujours Cocky Wolf. Au niveau des performances in ring, on est à 23 pour Travis Fimmel et 19 et 16 pour les frères Jackson. Travis Fimmel qui va donc encore un peu plus humilier les Young Bucks après cette défaite en match handicap pour les frères Jackson. Derrière, Bobby Billard et Lizzy Valentine, qu'on avait quitté la semaine passée, lorsque Lizzy Valentine avait attaqué Bobby Billard et ensuite l'avait déshabillé dans les backstage. Là, c'est un bikini contest, et Bobby Billard va battre Lizzy Valentine dans ce bikini contest tranquillement pour prendre sa revanche. Il n'y a pas de storyline, bien évidemment, c'est juste pour le petit segment sex appeal du soir qui nous fait un petit 68 et c'est pas mal. Derrière, Ami Weber est au micro, en interview avec Christopher Daniels et Frankie Kazarian qui sont dans le ring. Je suis très surpris de la note de 36, je m'attendais à mieux, surtout quand on a Christopher Daniels qui normalement est censé être
plutôt pas mal au micro, il n'y a rien de spécifique noté sur les performances au micro de Christopher Daniels, pourtant, il est censé être main eventer dans la compagnie. Et Amy Weber, eh bien, est au micro, donc, enfin, est devant Christopher Daniels et Frankie Kazarian, et SCU qui est donc au micro d'Amy Weber, c'est plus français comme ça, et ils vont simplement faire de l'auto-promo SCU en disant que ils ont gagné les 2 matchs dans lesquels ils ont été impliqués, et surtout, eh bien, qu'il n'y a aucune équipe qui est capable, finalement, d'arriver à leur niveau. Ils se moquent des Young Bucks qui n'arrivent pas à gagner un match, Mark Briscoe, qui est blessé, bref, qui va pas pouvoir faire grand chose, le mec, pépère, hein, il a un problème rotulien, et puis, X Factor, ils vont être là une fois de temps en temps, hein, parce qu'il y en a un des deux qui se drogue, hein, et puis derrière, bon voilà, il n'y a pas vraiment d'autres équipes, hein, si, il y a les Lone Wolf, qui ont été créés, Travis Fimmel et bien évidemment Mike Mizanin, mais bon, hein, c'est pas la même cour. Donc en gros, Christopher Daniels et Frankie Kazarian font de l'auto-promo et s'auto-appellent, s'auto-proclament plus grande équipe de l'AEW, et ils interpellent Paul Heyman en disant qu'il faut leur donner tout de suite, maintenant, le titre fait par équipe mondiale de la fédération. Voilà, Paul Heyman ne va rien répondre, bien évidemment, à petite interpellation de SCU. Et enfin le main event du show qui nous fait un petit 52. Voilà, c'est normal que ça nous fasse un petit peu moins bon que ce main event que les précédents, parce que voilà, Brian Kendrick tout seul et CM Punk tout seul, c'est pas encore les meilleurs des meilleurs, surtout au point de vue in-ring, c'est pas non plus les plus populaires, mais bon, on fait quand même un petit 52, c'est pas mal. Dans un match décent, puisque c'est défini comme tel, Brian Kendrick, eh oui, va réaliser l'upset face à CM Punk, parce que CM Punk est censé être un upper mid-carder, alors que Brian Kendrick est censé être seulement un mid-carder, mais petit upset, puisque Brian Kendrick va battre CM Punk en 12 minutes 16 via pinfall avec une main qui a retenu le short, tu vois, lors du tombé. Bref, victoire pas clean, victoire teintée, qui permet à CM Punk de ne pas être discrédité, qui permet bien sûr à Brian Kendrick d'avancer dans le tournoi, puisque c'est un tournoi à élimination directe. Au niveau des performances, nous sommes à 54 pour CM Punk et 41 pour Brian Kendrick, et le segment avance, mais a fait perdre de la hit à la storyline, vous inquiétez pas, on en regagnera plus tard. Au niveau donc de la note générale, on est à 45, c'est pas une bonne note. Voilà, toujours pareil, pas assez de storyline intéressante. Attends, Frangin, on commence, et il y en a une deuxième qui vient d'arriver. Bon, certes, c'est pas la plus excitante entre les Young Wolf et les Young Bucks, mais enfin tout de même, hein, un peu de respect s'il vous plaît. Le jeu a bugué, ça peut arriver de temps en temps. Bon, allez, les messages, les news, tout de suite, maintenant. TV rating, toujours moins de 0.1, oui, mais ça c'est normal. Hein, toujours pas arrivé à faire des scores plus importants que 0.1, mais on a augmenté un petit peu voilà, le nombre de viewers. On était à, je vous rappelle, à 4780 pour le premier show, et on est désormais pour le troisième show à 5520. Ça augmente petit à petit, ce qui est plutôt pas mal. Et au niveau de la size, est-ce qu'on est toujours à 26? Oui, nous sommes toujours à 26 d'importance. Magnifique, j'espère que d'ici 2-3 mois, on arrivera à passer à 29% d'importance dans le Midwest, pour bien évidemment passer en size small. De toute façon, on va bombarder, on va faire tout le show dans le Midwest pour vraiment arriver en size régional le plus rapidement possible. J'espère que cette vidéo, les gens, vous aura plu, pardon. Si c'est le cas, n'hésitez pas à réaliser votre coup du chapeau, le like, l'abonnement et l'activation de la cloche. Ça mange pas de pain, c'est totalement gratuit. Et nous, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo sur TEW, bien sûr. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye. Et à la prochaine.